everyone, my name is Ashley Thaler, and in this edition of Human Rights Heroes, we are recognizing women around the globe who have demonstrated exceptional courage and leadership in advocating for peace, justice, human rights, gender equality, and women's empowerment. Today, I am joined by Godelieve Mukasarasi, a Rwandan human rights activist who was recently honored by with the Secretary of State's International Women of Courage Award. Welcome, Godelieve. Godelieve has been an unwavering activist for the rights of the victims of the 1994 Rwandan genocide. During the genocide, Godelieve experienced the effects of sexual violence and founded the organization Savoda in late 1994. The goal of Savoda was to serve as a safe space where genocide widows and orphans could gather to discuss the events they face, to overcome the trauma they endured, and work to diminish the ostracizing of children born of rape. Since then, Savoda has reached 300 genocide rape victims, helping them to reintegrate socially and economically into their communities. In 1996, the UN approached Godelieve as they put together a case against the former mayor of Taba for his role in the genocide. Her testimony at the International Criminal Tribunal for Rwanda resulted in the first conviction of rape as a war crime. Despite personal risk and trauma, she courageously continued her work and expanded to other countries, including Bosnia, where she works with the youth to help them accept the stigma associated with their identity. Godelieve, thank you so much for being with us today. Godelieve, thank you for your willingness to share your story. What influenced your decision to get involved as an advocate for victims' rights? Merci de cette question. Ce qui m'a influencé, c'est que depuis le 28 décembre 1994, j'avais initié un service d'encadrement des veuves et des orphelins d'Ottawa, Sevota. Et entre autres, j'organisais les femmes, les veuves, dont les survivantes du génocide. Et parmi ces survivantes, il y avait une quarantaine de femmes violées. Et en 1996, le gouvernement rwandais a élaboré la loi organique, la loi du 30 août 1996 sur l'organisation des poursuites des infractions constitutives du crime et du génocide ou des crimes contre l'humanité commises à partir du 1er octobre 1990 jusqu'au 31 décembre 1994. Et dans le chapitre 2, qui parle de la catégorisation, où étaient rangées les personnes et la personne qui a commis des actes de torture sexuelle était proposée à la 4e catégorie comme la personne ayant commis des infractions contre la propriété. Le message a été radiodiffusé à la radio Rwanda et des bénéficiaires victimes de viol sont venus me voir à mon domicile tôt le matin. Et nous avons discuté, ils m'ont dit d'aller contacter d'autres activistes qui avaient visité ces femmes violées pour les encourager dans la démarche de se prendre en charge. J'ai donc pris la décision d'aller voir les activistes à Kigali, la capitale du Rwanda. Alors, je leur ai communiqué tout ce qui avait été dit à la radio. Et ils ont pris compte de cette menace aux droits des femmes et surtout aux droits des survivantes. Alors, ces activistes avec moi ont fait des contacts informels et c'est comme ça que plus tard, les femmes parlementaires du Rwanda, ils étaient à ce moment-là 12. Ils ont visité le groupe de femmes violées pour comprendre leurs doléances. Et ainsi, ces femmes parlementaires ont pu mobiliser les autres parlementaires. Et la suite fit que la personne poursuite
la personne poursuivie fut classée dans la première catégorie parce que cette personne a commis des actes de torture sexuelle. C'est comme ça que, dès lors, j'ai pris la décision de plaider pour la lutte contre l'impunité, en faveur des droits des femmes, en faveur des droits des survivantes. What do you think are the root causes of gender-based violence, and how do you address them? De la violence basée sur le genre, et comment est-ce que vous adressez cela? Concernant les causes profondes de la violence sexiste, c'est le terme de défendre des droits humains, donc la violence faite à l'égard des femmes. La première cause, c'est l'inégalité de sexe. Et cette inégalité du sexe masculin et du sexe féminin fait qu'il y a la discrimination à l'égard des femmes et des filles. Et cette inégalité aussi de sexe fait qu'il y a la dominance masculine. Donc il y a le patriarcat qui est élevé. Et ces inégalités aussi font qu'il y a l'injustice. Et l'injustice va vers l'inférieur. Puisque la femme est discriminée, puisque la femme est dominée, c'est normal que ces inégalités font qu'elle est toujours sous les abysses de violence, de différentes violences, soit au niveau individuel, soit au niveau familial, soit au niveau communautaire et même au niveau sociétaire. La deuxième cause que je considère aussi importante, c'est le niveau d'éducation. Aussi longtemps que les femmes vont rester analphabètes, aussi longtemps que ces femmes-là n'ont pas un niveau comme les hommes, un niveau des études universitaires, ils ne pourront jamais prendre la décision. Et le fait de ne pas prendre la décision sur leur vie, c'est leur façon de vivre, ils ne sont pas autonomes. Et ce niveau d'éducation aussi a une influence importante sur la faible perspective ou l'absence même de perspectives économiques. Ce qui fait que ce niveau d'éducation qui est inférieur fait que la plupart des femmes restent pauvres durant toute leur vie. Donc c'est un cercle de la violence qui circule autour de ces trois aspects, l'aspect discrimination et dominance qui va vers les injustices, l'aspect du niveau d'éducation, mais aussi l'aspect des perspectives économiques. Donc, pour y remédier, il faudrait qu'il y ait toujours des formations, pas seulement à la femme, mais au niveau des hommes et des femmes, des formations relatives à l'égalité des sexes, mais aussi aux jeunes garçons qu'aux jeunes filles et aux enfants, et sans distinction aucune. Et aussi, il faut qu'il y ait des lois qui condamnent la violence sexiste. Et même si nos pays ont ces lois, il n'y a pas eu de diffusion jusqu'à la base. Il faut que les lois soient diffusées et être connues par les hommes et les femmes. Donc, il faut intégrer l'aspect gender à tous les niveaux. Et aussi, il faut inclure l'inclusion des hommes et dans les différentes activités. Sinon, au cours de ces dernières années, on a travaillé surtout avec les femmes. On a oublié que ce sont les hommes qui font les actes de violence. S'ils ne sont pas inclus dans les actions, la violence ne va pas diminuer. Il faut les inclure, il faut adopter une méthodologie inclusive.
Et aussi, il faut diffuser des meilleures pratiques des hommes qui ont opéré des changements à l'égard des femmes. C'est pourquoi il faut opter pour l'approche axée sur la famille. Parce que la plupart des personnes vivent dans des familles et dans ces familles, il y a les hommes, il y a les femmes. Donc si dans les actions on adopte cette approche des familles, tout va changer. Il faut aussi encourager des organisations, des hommes ou des organisations mixtes dans la lutte contre la violence et dans la lutte aussi pour l'égalité des sexes. Mais aussi, il faut mobiliser les femmes et les filles à étudier, à faire le niveau supérieur et aussi à être dans d'autres options qui ne sont pas les options sociales, dans les options techniques, dans les options de sciences à haut niveau. Et aussi, ils doivent être continuées des campagnes de sensibilisation, des campagnes de mobilisation pour l'égalité des sexes à tout échelon, au niveau de la base, au niveau local, même au niveau des autorités, ou même au niveau de hautes personnalités. Parce que quelquefois on se dit que les violences sont au niveau des moins riches, des moins influents. Pourtant la violence est partout, même chez les autorités. Il faut que cette sensibilisation, cette mobilisation soit à tout niveau, même au niveau des cours, même au niveau des organisations internationales. Il faut qu'il y ait cette mobilisation pour l'égalité des genres, pour la lutte contre la violence à l'égard des femmes. Merci. J'allais oublier qu'il faut aussi appuyer les victimes de violences. Il faut leur assurer la protection, il faut les prendre en charge, une prise en charge holistique. Il faut qu'il y ait un paquet de prise en charge. Pas seulement qu'on dit qu'on peut réserver des centres ou des maisons pour eux. Il faut les aider aussi à s'intégrer dans leur famille originale. What challenges have you experienced advocating for victims of sexual violence in your Lorsque country? tu as travaillé avec les victimes de violences basées sur le genre dans ton pays, Les difficultés que j'ai affrontées sont, je dirais, à 3 niveaux. Le premier niveau, ça concerne moi personnellement. J'ai commencé ce travail et après, je fis dans le stress dû à beaucoup d'activités à la fois. J'étais surchargée et ça le cours comme défendeur des droits de la personne ou des droits des femmes. Ça a été un problème pour moi. Même j'ai des fois eu le sentiment d'abandonner. Et d'autres fois, j'avais le sentiment de me culpabiliser pour dire pourquoi j'ai commencé ce travail. Et en deuxième lieu, il y avait des représailles, il y avait des personnes qui inventaient des faux témoignages à mon égard pour que je sois en prison. Et des fois même, j'ai dû quitter mon ménage pour aller vivre à Kigali, en fait, de ne pas être tué ou de ne pas être en prison. Il y avait toujours des conflits, j'avais toujours des conflits avec certaines personnes qui disaient que si j'accompagne ces femmes victimes de violences, c'est aider ces femmes-là à accuser leurs frères ou leurs amis à être emprisonnés à perpétuité. C'est pourquoi donc beaucoup de fois j'avais des menaces, j'étais violentée et beaucoup de fois je devais aller vivre hors mon ménage. Au deuxième niveau, c'est les difficultés par rapport aux femmes elles-mêmes avec qui je travaillais. Ces femmes-là, ils ne voulaient pas parler des violences subies, prétendant que c'était tabou,
que c'était une façon de se ridiculiser. Et ils avaient aussi peur d'être réagressés. Parce que c'est pas facile aussi d'être un témoin au tribunal, comme un tribunal pénal international pour le Rwanda. C'est pas aussi facile de donner des témoignages à la radio ou à la télévision. Surtout que ces femmes-là étaient des femmes rares, presque analphabètes. Et puis aussi au niveau de ces femmes, il y avait même qui acceptaient de participer à la défense de nos droits comme femmes, mais elles étaient empêchées par d'autres femmes. Même d'autres femmes qui avaient un niveau d'éducation. Il leur disait de ne pas aller de mon côté. Ils voyaient qu'il leur parlait de ce qu'ils allaient rencontrer. Beaucoup de défis lorsqu'ils vont être témoins. Et aussi, je ne peux pas ne pas citer une grande difficulté à mon égard. Car je venais de commencer mon travail de défense des droits des femmes, surtout des violences sexuelles avec les femmes de mon pays. Mon mari a été fusillé avec ma fille. Lui aussi était témoin au tribunal international pour le Rwanda. Et donc, quand il fut fusillé, je sentais que je devais arrêter pour ne pas aussi être fusillé. Mais j'ai dit de laisser ces femmes en détresse, alors qu'on venait de commencer, ensemble une activité de plaidoyer, c'est rejeté dans l'eau courant. Alors j'ai pris le courage et j'ai continué. L'autre difficulté, c'est qu'il n'y avait pas une organisation qui prenait en charge l'organisation de ces votants. Alors c'était difficile aussi de travailler sans défaut. Je me débrouillais, des fois je vendais les peu d'objets que j'avais, où j'utilisais mon salaire. Là aussi ça a été une difficulté parce que les dépenses que je faisais, c'était au départ de mes enfants. J'étais devenue veuve et je n'avais pas beaucoup de fonds. Alors, les fonds que j'avais, que je devais utiliser pour mes enfants, ont été utilisés pour les droits des femmes. Et aussi, le tribunal international, le tribunal pénal international pour le Rwanda a été une difficulté pour moi. Parce que même si mon mari a été fusillé, aucune aide n'a été donnée. Alors que c'était moi qui avais cherché les femmes témoins pour les enquêteurs du tribunal. Okay, thank you. I just have one last question. J'ai une dernière question. What do you think the role of the international community should be Quel in rôle combating la sexual communauté violence? internationale dans la lutte contre la violence basée sur le genre? Relativement au rôle de la communauté internationale dans la lutte contre la violence faite aux femmes, ils ont un mandat. Ils doivent respecter ce qui est dans leur mandat. Et à travers le Conseil de sécurité, ils ont le mandat d'adopter des conventions. Alors, il faut que ces conventions disposent de budget pour la diffusion et que les rôles attribués au gouvernement soient aussi respectés par les gouvernements qui ont signé les conventions. Il faut que la communauté internationale veille à ce que les plans d'action au niveau des pays soient exécutés. Donc, il faut un suivi intensif. Malgré ce mandat, il faut que la communauté internationale prenne des stratégies pratiques dans la lutte contre l'impunité face aux violences perpétrées
à rencontre des femmes. Il faut aussi que la communauté internationale disponibilise des fonds pour communiquer les bonnes pratiques dans la promotion et la protection des droits des femmes et des filles. Il faut que la communauté internationale s'assure de la protection des femmes victimes de violences sexuelles, mais aussi de leur prise en charge, soit au niveau psychologique, au niveau santé, mais aussi au niveau d'améliorer leur économie. Il faut aussi que si la communauté internationale, à travers la Cour pénale internationale, a reconnu la violence sexuelle pendant les conflits comme un crime contre l'humanité, et que de ces violences, de ces viols, de ces mariages forcés ou conditionnés, de ces esclavages sexuels, il y a eu des grossesses. De ces grossesses, il s'est ensuite des naissances non désirées. Il faudrait que la communauté internationale reconnaisse le droit ou informalise la reconnaissance des enfants issus des violences pendant les conflits. Et il faudrait qu'à partir de cette reconnaissance, il y ait une résolution. Comme il y a la résolution 1325 ou 1820 ou autre relative à la lutte contre la violence faite aux femmes pendant les conflits, il faut qu'il y ait une résolution relative à la prise en charge des enfants qui ont été la suite des violences perpétrées contre les femmes pendant les conflits. Parce que les conflits sont partout, en Afrique, en Asie, en Europe, partout. Je pense aussi qu'en Amérique. Donc, il faudrait que la communauté internationale pense à cet acte de reconnaissance de ces enfants qui n'ont pas d'identité, qui ne connaissent pas leur origine, à part qu'ils sont nés des guerriers, à part qu'ils sont nés des miliciens, à part qu'ils sont nés des militaires ou autres. Il faudrait aussi que la communauté internationale s'assure que des personnes qui sont dans les forces de sécurité ont été sensibilisées pour la prévention, la lutte contre les violences faites aux femmes, parce qu'on remarque que la peu de temps, ce sont eux qui font cette violence sexuelle. Il faut que la communauté internationale prenne des stratégies pour mettre un terme à l'impunité, parce que ça continue. On voit que vraiment les personnes qui devaient être punies ne sont pas punies. Donc, il faut que la communauté prenne des stratégies de mettre fin au terme de l'impunité. Pour la société civile dont nous sommes membres, il faut que la communauté internationale renforce nos capacités de soutien aux victimes, soit au niveau de la justice, soit au niveau de l'accompagnement psychosocial ou de l'accompagnement économique. Merci. Merci beaucoup pour votre réponse et pour parler avec moi. And thanks again for listening to this episode of Human Rights Heroes. We hope you will tune in again next time and follow us on Facebook and Twitter @StateDRL to learn more about the State Department's human rights and democracy programs. Thank you.